L'Égypte, il y a plus de 3500 ans. Depuis un siècle, le nord du pays est gouverné par des envahisseurs venus de l'étranger. Sékénénrê-Taha, un pharaon égyptien régnant sur la Haute-Égypte, tente de reconquérir le nord, mais sans succès. Son fils et successeur, Ahmosis Ier, parviendra à initier la 18e dynastie, qui hissera l'Égypte au rang de plus grande puissance de son temps. Une dynastie qui comptera aussi une célèbre femme pharaon, Hatshepsut. Mais elle aura du mal à s'imposer face aux hommes de la cour. Leur momie nous aide aujourd'hui à retracer l'histoire de ces destins exceptionnels. En 1881, les archéologues font une découverte sensationnelle en Égypte. Une tombe discrète à proximité de la fameuse vallée des rois. Une quarantaine de sarcophages de pharaons célèbres sont mis au jour après plusieurs millénaires d'oubli. Parmi ces sarcophages richement décorés, un cercueil en bois se distingue par sa simplicité et ses dorures écaillées. Il est depuis exposé au musée égyptien du Caire. Pour Salima Ikram, il témoigne d'une période captivante de l'histoire de l'Égypte ancienne. Ce sarcophage paraît étonnamment sobre, mais à l'origine, il était recouvert de dorures. Il en reste quelques traces par ici. Bien qu'abîmé par le temps, la décoration révèle que le défunt occupait un rang important dans la société. Ces inscriptions indiquent de qui il s'agit. Les cartouches portent le nom du roi Sékénénrê-Taha. À l'issue de son règne, il y a plus de 3500 ans, Sékénénrê-Taha reçoit un qualificatif qui n'est pas anodin. Les noms des rois sont habituellement agrémentés d'épithètes majestueuses, mais le sien avait quelque chose de particulier. Dans Sékénénrê-Taha, le mot Taha est très singulier. Il signifie quelque chose comme le brave. Cela reflète peut-être le fait que, contrairement à la plupart des pharaons, il était très actif sur le champ de bataille. Pour les égyptologues, Sékénénrê-Taha a exercé des fonctions de chef militaire plus que de pharaon. D'ailleurs, les campagnes qu'il a menées contre les ennemis extérieurs ont ouvert la voie à la 18e dynastie, qui marquera l'apogée de la civilisation égyptienne antique. Les momies retrouvées dans cette tombe commune donnent l'impression d'un passage sans encombre dans l'autre monde, où les attend une vie de félicité. Toutes, sauf une. La momie de Sékénénrê est assez inquiétante, presque grotesque. Il paraît pétrifié dans une douleur insoutenable. Ses mains sont toutes tordues, comme s'il était mort dans cette position. C'est assez perturbant pour notre regard moderne. À l'inverse de toutes les autres momies qu'on a retrouvées, la dépouille de Sékénénrê-Taha est figée dans un état de dégradation avancée. Spécialiste d'anthropologie médico-légale, Angélique Cortals travaille depuis 20 ans sur les momies antiques. Les nombreux témoignages de l'ouverture du cercueil font état d'une odeur d'huile, une odeur de poisson. Ça signifie que le corps est techniquement encore en cours de décomposition. Si j'avais découvert cette momie sans en connaître le nom, je n'aurais jamais cru qu'il s'agissait d'une momie royale. L'embaumement est mauvais. Dans l'Antiquité, lorsqu'un roi mourait, les Égyptiens croyaient que son corps allait se réveiller et continuer à vivre avec les dieux au pays des morts, à l'ouest du Nil, là où le soleil se couche. Il importait donc de conserver l'intégrité du corps pour faciliter son passage dans l'au-delà.
On s'efforçait de rendre le défunt le plus beau possible, parce qu'il devait continuer à habiter ce corps pour l'éternité. Les Égyptiens pratiquaient la momification selon des techniques très précises. Les viscères, comme le foie et les poumons, étaient prélevés et enterrés à part, à côté du sarcophage, dans des vases appelés canopes. La dépouille était embaumée, puis recouverte pendant 70 jours de carbonate de sodium, le natron, afin d'extraire l'humidité des tissus et empêcher qu'ils se décomposent. Enfin, le corps était emmailloté dans des bandelettes de lin, puis conduit à sa dernière demeure. New York. C'est ici, au Collège de justice pénale John Jay, qu'Angélique Cortals analyse ces échantillons. Étant donné l'état d'altération avancé du corps, l'anthropologue conclut à une momification très sommaire. Il a peut-être été traité au natron, mais pas pendant les 70 jours qu'il faut pour une momification dans les règles de l'art. Si le corps est dans un tel état, c'est que le natron n'a pas eu le temps d'imprégner complètement les tissus pour les déshydrater. Ce rituel funéraire réalisé à la hâte n'est pas la seule particularité de cette momie royale. Les autres momies royales étaient généralement emmaillotées dans des mètres et des mètres de bandelettes de lin très fin, et elles portaient toutes sortes d'amulettes de protection cachées dans le tissu. La momification était réalisée avec un soin infini. Alors une momie en aussi piteux état, c'est surprenant, ça interroge. Ses membres n'ont même pas été redressés. Il ne ressemble vraiment à aucune autre momie royale. De nos jours, les archéologues recourent aux techniques les plus modernes pour tenter de savoir de quoi est vraiment mort ce roi guerrier. Je n'ai jamais vu de momie aussi endommagée. Cet individu a connu une mort vraiment atroce. Il n'a pas qu'une seule blessure, il en est couvert. L'analyse médico-légale révèle que les blessures de Sekenenreta résultent de coups venant de différents angles. 2 chocs au niveau du front ont même fait éclater la boîte crânienne. Il n'y a pas seulement un coup porté directement. En plus, la lame a été rabattue dans la plaie. Il a dû souffrir affreusement. Un coup au visage lui a fracassé la mâchoire, le nez et une orbite. Sekenenre a pu perdre son œil quand on l'a frappé. Jamais les embaumeurs royaux n'auraient laissé le corps dans un tel état. Peut-être que les circonstances de sa mort n'ont pas permis aux embaumeurs de récupérer sa dépouille assez vite pour faire les choses comme il fallait. Pour mieux les comprendre, des médecins légistes ont analysé les blessures du pharaon. Celle-ci me semble avoir été causée par la pointe d'une lance ou d'une flèche. Celle qui marque le sommet du front fait penser à un genre de hache. La dernière blessure se situe à la base du crâne. Elle a été causée par une dague ou une lance et a dû le tuer sur le coup. Pour Angélique Cortals, cette combinaison de coups variés, portés de taille et d'estoc avec des armes blanches, suggère une mort au combat. Dans l'Antiquité égyptienne, la guerre devait être particulièrement sanglante. Les bas-reliefs qui ornent le temple de Médinet Abou, à Luxor, illustrent la violence qui régnait sur les champs de bataille dans l'Antiquité. On voit ici des dieux, des ennemis capturés. Rien qu'à l'intérieur de ce temple, on a tout un foisonnement de détails sur la guerre dans l'Égypte ancienne. Regardez cette immense scène de bataille. Il y avait des groupes de chars qui roulaient sur les corps piétinés des ennemis. Il y avait des unités d'archers, des flèches qui volaient dans les airs. Et bien sûr, des unités d'infanterie en première ligne.
À l'époque, les hommes n'étaient pas protégés par d'épaisses armures. Ils avaient peut-être quelques lanières de cuir, mais rien qui puisse les empêcher d'être pourfendus par la lame d'une hache s'abattant sur eux. De nombreux éléments semblent indiquer que Seqenenre-Taha est mort dans de telles circonstances. L'hypothèse la plus plausible est qu'il a été embaumé à proximité du champ de bataille, sans doute par des embaumeurs assez peu qualifiés, ce qui expliquerait que le corps ne soit pas aussi parfaitement conservé qu'une momie royale devrait l'être. Mais à l'époque, quel conflit a pu être assez important pour qu'un pharaon risque sa vie et se batte en première ligne? Au centre de l'Égypte actuelle, l'antique forteresse de Deir el-Balas se dresse sur la rive ouest du Nil. Les archéologues y ont trouvé des débris d'argile qui retracent une histoire oubliée depuis longtemps. Certains de ces fragments de poterie témoignent de la concentration de troupes à Deir el-Balas, mais aussi des ressources nécessaires à leur approvisionnement. Tout cela pour permettre au roi Seqenenre-Taha d'organiser une attaque. Le souverain préparait une campagne militaire. Seqenenre remontait vers le nord. À mesure qu'il avançait, il a fait construire des forteresses, des palais le long du Nil. Dans quel but le pharaon a-t-il massé des troupes sur son propre territoire et qui voulait-il combattre? La profondeur et la forme des blessures relevées sur le crâne de Seqenenre constituent des indices déterminants. En étudiant les blessures sur le crâne du roi guerrier, on peut reconstituer le type d'armes qui ont servi à les infliger. L'une de ces plaies est très significative. Elle correspond à une arme qui était utilisée par les guerriers d'un groupe ethnique très spécifique. On connaît assez bien les armes qui étaient utilisées au combat. Et celle-ci ressemble assurément à une hache Hyksos. Hyksos, c'est la version hellénisée du mot égyptien Ekarasout, qui signifie « roi étranger ». C'étaient donc des conquérants venus d'ailleurs. Lorsque Seqenenre-Taha monte sur le trône vers 1560 avant Jésus-Christ, il prend les rênes d'un pays au bord du gouffre. Le royaume d'Égypte a perdu la moitié de sa superficie. Des étrangers venus de l'Est ont envahi le nord du territoire et repoussé les Égyptiens plus au sud, en direction de Thèbes, l'autre capitale. Aujourd'hui, il y a un large consensus pour dire que les Hyksos venaient de l'actuelle région de Syrie-Palestine. Ils sont arrivés pour des raisons commerciales et quand le royaume s'est fragmenté, ils ont pu prendre le pouvoir. Durant un siècle, une paix très incertaine se maintient entre les souverains égyptiens du sud et les rois Hyksos établis dans le nord. Et quand Seqenenre-Taha accède au pouvoir, son pays est probablement sur le point de sombrer. Le fait que le pays soit dominé par un peuple étranger devait créer un malaise au sein de la population. Il est possible que l'inimitié latente se soit aggravée et finit par exploser. La situation s'envenime. Un papyrus conservé au British Museum rapporte un différend entre Seqenenre-Taha et le roi Hyksos Apophis. Ce conflit aurait-il mis le feu aux poudres et poussé les Égyptiens à lui déclarer la guerre? Cette hypothèse semble peu crédible. Le roi des Hyksos a envoyé à Seqenenre un courrier grossier et cavalier pour se plaindre du bruit des hippopotames dans le lac sacré.
Je suis très contrariée, je ne peux pas dormir parce que vos hippopotames font énormément de bruit la nuit. Faites-les taire. Comment un habitant d'Avaris, au nord de l'Égypte, aurait-il pu entendre un hippopotame à Thèbes? Est-ce que c'est une métaphore, voire une excuse pour justifier une attaque imminente? Certains historiens considèrent les doléances d'Apophis comme une provocation adressée à son rival égyptien, pour inciter Seqenenreta à passer à l'offensive. On sait qu'il combattait aux côtés ou à la tête de ces hommes. Il est de son devoir de rétablir l'ordre. Si le roi guerrier a effectivement été vaincu au cours d'un combat héroïque contre les envahisseurs, cela pourrait expliquer l'état de sa momie. Mais tous les éléments ne concordent pas. Angélique Cortals a repéré des indices qui remettent en cause cette théorie. Regardez ces plaies. Elles sont toutes dans la région du crâne. Et son corps ne porte pas la moindre trace de blessure défensive. L'autodéfense est un réflexe profondément ancré chez l'homme qui réagit de façon instinctive pour se protéger. Dès qu'il perçoit une menace, il lève la main pour parer le coup. Quand on trouve des plaies à la tête, il y a forcément des lésions défensives quelque part. Or ici, il n'y en a aucune. Il ne peut pas être mort en se défendant. C'est impossible. À la brigade criminelle, Michael Arnfield a travaillé sur des centaines de meurtres impliquant des armes. Par expérience, il sait que même 3500 ans plus tard, des tissus corporels qui n'ont pas entièrement séché peuvent encore livrer de nombreuses informations aux spécialistes. Cette surprenante concentration de blessures au crâne raconte une histoire singulière, surtout les dégâts causés par la hache de combat. Si cette blessure avait été infligée au cours d'une bataille, on aurait une plaie verticale ou diagonale correspondant au mouvement d'une arme brandie comme ceci. Ici, l'expertise confirme qu'il s'agit d'un coup horizontal porté de haut en bas, ce qui indique que le roi était allongé quand la hache l'a touché, comme quand on la plante dans une souche. Nous avons cherché des explications au fait qu'il ait reçu ses blessures dans des circonstances où il ne pouvait pas se défendre. Il pourrait s'agir de torture ou même d'une exécution. Le pourtour de cette plaie porte un infime début de cicatrisation, ce qui veut dire que l'individu est resté en vie au moins 10 minutes après avoir reçu ce coup. La deuxième blessure frontale n'était pas destinée à tuer. Il y a clairement une volonté de faire durer, de jouer au chat et à la souris. Chacune de ces blessures aurait pu être mortelle. Mais Angélique Cortals pense savoir quel coup a finalement achevé le souverain. La dernière blessure se situe à la base du crâne, à l'endroit où la moelle épinière rejoint le cerveau. Une blessure dans cette région coupe la connexion entre les deux. On le sait depuis la nuit des temps, sans moelle épinière, pas de vie. Pour les égyptologues, la violence de l'attaque et l'absence de blessures sur les membres supérieurs de Seqenenreta laissent imaginer un scénario très particulier. Certains ont été jusqu'à avancer qu'il avait peut-être été fait prisonnier. Cette théorie tient parfaitement la route. Et la position couchée expliquerait l'absence de blessures défensives. Il était sûrement soit immobilisé, soit entravé à ce moment-là. On voit la trace de différentes armes, ce qui suggère plusieurs assaillants et un dernier coup mortel. Il semblerait donc que Seqenenreta ait été capturé, ligoté et finalement exécuté. Mais les spécialistes ont remarqué une autre particularité.
une seule partie du corps a été touchée. Le coup porté par une lourde lame en travers du front n'était pas destiné à l'achever, mais à rendre son visage méconnaissable après la mort. Pour les Égyptiens, il était essentiel que le corps conserve son apparence pour que, dans l'au-delà, l'âme puisse retrouver la dépouille du défunt. En défigurant Sekhenen-Retah, ces assassins condamnaient son âme à une errance éternelle. Si l'âme ne reconnaît pas le corps, la capacité du défunt à rejoindre l'au-delà est compromise. Il peut même ne jamais y arriver. Quand l'âme d'un pharaon ne pouvait identifier son corps dans l'au-delà, on croyait qu'il tombait pour toujours dans l'oubli. Les égyptologues pensent qu'en tuant le souverain, ses ennemis espéraient causer la perte du peuple égyptien tout entier. Le pharaon porte une immense responsabilité dans son voyage vers l'au-delà. Il ne doit pas seulement réussir son propre passage de la vie mortelle à la vie éternelle, il est aussi un représentant de toute l'Égypte. Il a le devoir de survivre au voyage nocturne pour renaître le lendemain. S'il n'accomplit pas ce voyage, c'est en quelque sorte la fin de l'existence. En portant la main sur Sekhenen-Retah, les ennemis du pharaon espéraient toucher chacun des habitants du pays. Cette exécution les condamnait tous à une sorte d'oubli éternel. Toutefois, ce geste peut s'expliquer aussi de façon plus prosaïque. Les blessures à la tête donnent à penser que Sekhenen-Re aurait pu faire l'objet d'un meurtre rituel par les Hyksos pour démontrer leur supériorité sur les pharaons égyptiens. Au-delà des considérations religieuses, les Hyksos avaient bel et bien remporté une victoire militaire décisive. Capturer, torturer, voire assassiner rituellement le pharaon, c'est peut-être la cerise sur le gâteau d'une grande victoire des Hyksos. Et le souverain a sans doute été momifié bien après son exécution, une fois que ses sujets ont pu récupérer sa dépouille. À force d'analyser tous les aspects du problème, les experts en sont venus aussi à se demander qui lui avait porté le coup fatal. Chris Nanton est égyptologue au musée de Luxor. Il a enquêté sur l'arme du crime. Voici une dague Hyksos. Peut-être celle-là même qui a porté le coup fatal. Elle est gravée au nom d'Apophis Ier, le grand rival de Sekhenen-Retah. Ce roi Hyksos a régné pendant 40 ans sur le nord de l'Égypte. Puisqu'il a vaincu Sekhenen-Re, peut-être est-ce Apophis en personne qui a porté le coup mortel. Nous savons que Sekhenen-Retah a été mortellement blessé par une dague. Il est donc tout à fait concevable que l'arme du crime soit celle-ci. Il s'agirait alors d'un meurtre symbolique, celui d'un roi guerrier tué rituellement par ses ennemis sous les yeux d'une armée égyptienne défaite et démoralisée. On ne peut pas savoir si les choses se sont déroulées ainsi. Par contre, on peut facilement imaginer que les Hyksos auraient été fiers d'offrir à Apophis la possibilité de porter lui-même le coup de grâce. À travers cette mise à mort, il s'agissait peut-être moins d'humilier la personne du pharaon que d'envoyer un signal à son peuple et lui signifier que la domination des Hyksos s'étendait désormais sur toute l'Égypte. Pourtant, Apophis ne réussira jamais à mener à bien son projet de conquête.
Les Hyksos ont gagné. Et malgré tout, ils n'ont pas envahi le reste de l'Égypte. On ignore pourquoi ils ne se sont pas emparés du royaume entier, mais on peut affirmer qu'ils ont dû le regretter. La mort violente de Sekenenret Taha ne marquera pas la fin de son royaume. Cet assassinat produira même plutôt l'effet inverse. On pourrait dire qu'il a échoué. Mais je préfère voir les choses de façon plus positive et considérer qu'il a peut-être inspiré ses successeurs. La bravoure et la mort de Sekenenret ont stimulé la résistance de l'élite. Sekenenret avait 2 fils. Ils ont repris le flambeau guerrier de leur père et combattu les Hyksos à leur tour. Et ils ont fini par l'emporter. Ce que l'avenir réservait, c'était la fin du règne Hyksos et l'unification de l'Égypte. Ça a marqué l'avènement d'un nouveau royaume et de l'une des époques les plus glorieuses de l'histoire égyptienne. La mort de Sekenenret marque le début de la dynastie suivante, celle qui a élevé l'Égypte au rang de plus grande puissance de son temps, et qui a vu régner entre autres le pharaon le plus connu de nos jours, Toutankhamon, mais aussi la pharaone Hatshepsut. Cet homme plein de bravoure est parti au combat pour libérer l'Égypte des Hyksos. Sa dépouille mortelle repose désormais ici, où les visiteurs peuvent répéter son nom à l'infini pour qu'il vive éternellement. Un autre nom est resté gravé dans les mémoires, celui d'une des femmes les plus illustres de l'Égypte antique, Hatshepsut. Les historiens connaissaient son nom depuis longtemps, mais pas sa tombe. En 1903, Howard Carter, alors tout jeune égyptologue, fouille un périmètre en retrait dans la vallée des rois. Et il découvre une mystérieuse sépulture royale. À l'intérieur, il découvre un sarcophage sur lequel est inscrit Maat Kare, le nom de couronnement d'Hatshepsut. Hatshepsut a été l'une des souveraines les plus énigmatiques de l'Antiquité égyptienne, et peut-être la reine la plus puissante qui ait régné sur le pays. Très peu de femmes ont accédé au titre de pharaon. Sur les 4000 ans d'histoire égyptienne, elles ne sont pas plus de 3 ou 4. C'était une femme dans un monde d'hommes. La société égyptienne était profondément patriarcale. Hatshepsut a marqué de son empreinte l'histoire de son pays, en particulier avec une construction monumentale, le somptueux temple funéraire de Deir el-Bahari. Je suis toujours transportée quand je contemple cet édifice. Il représente bien tout ce qu'elle a accompli. Hatshepsut a cherché à renforcer la puissance de l'Égypte et à développer son empire durant une vingtaine d'années d'un règne qui s'achève en 1458 avant Jésus-Christ. Son temple funéraire témoigne pourtant que ses successeurs n'ont pas toujours célébré sa mémoire à sa juste valeur. Que s'est-il passé? Ce relief devait montrer Hatshepsut dans toute sa splendeur. Il a été presque entièrement effacé. Pourquoi cette haine? Et qu'est-ce qui pouvait bien justifier un tel traitement? Lorsque Carter découvre son tombeau, les égyptologues pensent tenir le fin mot de l'histoire. Mais quand Carter a ouvert le sarcophage, il était vide. La momie d'Hatshepsut avait disparu. L'énigme devenait encore plus difficile à résoudre. A-t-elle seulement jamais été inhumée? Son sarcophage a-t-il été pillé dans l'Antiquité? Mystère. Voilà les questions que Carter a dû se poser. C'est une énigme qui dure depuis plus d'un siècle. Le Caire. Au musée égyptien, Salima Ikram travaille sur un objet qui renferme peut-être la clé du mystère.
Curieusement, ce coffret est gravé au nom de la reine Hatshepsut. Plus étrange encore, il contient ce qui ressemble à un foie. Puisque le coffret a été fait pour Hatshepsut, on ne peut que supposer que ce foie est le sien. Les organes internes prélevés au cours de la momification sont habituellement enterrés à part dans des vases canopes. Ce n'est pas un vase canope. Voilà ce qui rend la chose très insolite. C'est un coffret à maquillage ou à bijoux. Y trouver un foie qui a été placé là alors qu'il tient à peine dedans, c'est vraiment surprenant, surtout pour une reine. Alors le mystère s'épaissit. Pendant des années, les égyptologues ont cru que le coffret à bijoux d'Hatshepsut ne contenait que son foie séché. Jusqu'au jour où un examen au scanner a révélé qu'il renfermait encore autre chose. On voit une masse opaque qui ressort très nettement. Eh bien, cette masse opaque, c'est une molaire. Il n'est pas rare que les embaumeurs récupèrent les morceaux du mort qui ont pu tomber au cours du processus de momification. Le moindre élément était considéré comme sacré et le corps devait être complet. Alors tous ces morceaux épars étaient rassemblés dans un vase canope. Les égyptologues pensent que ce foie et cette dent appartenaient à la reine disparue. Désormais, ils recherchent une momie sur laquelle il manque une dent. 7 dépouilles inconnues ont été retenues dans une première sélection. 5 momies féminines exhumées de tombes royales de la vallée des rois et 2 femmes momifiées présentes dans le tombeau de la nourrice d'Hatshepsut. Si l'expertise établit que la molaire trouvée dans le coffret correspond à la racine d'une dent de la mâchoire d'une des momies, ça nous permettrait enfin d'identifier formellement Hatshepsut. Nous pensons avoir la bonne candidate. Il s'agit d'une femme décédée entre 50 et 60 ans. Et oh, surprise, il lui manque une molaire. Pour la petite histoire, cette momie anonyme avait déjà été découverte en 1903 par Howard Carter, cet archéologue qui localisera plus tard le tombeau de Toutankhamon. La même année, il trouve également le sarcophage vide d'Hatshepsut et une autre tombe qui est en lien direct avec la reine disparue. Howard Carter avait pu identifier cette tombe comme étant celle de la nourrice d'Hatshepsut. La tombe accueillait 2 momies, plus un grand nombre d'oies embaumées. Ces momies n'étant pas enterrées dans des sarcophages, Carter en conclut qu'elles sont de rang social inférieur et abandonne là les recherches dans cette tombe. Pour une raison inconnue, il emporte les oies, mais laisse derrière lui les 2 momies et referme le tombeau. Il faudra attendre 104 ans avant que cette momie soit enfin extraite du tombeau et ramenée au musée du Caire. Les égyptologues pensent alors qu'il pourrait s'agir d'une momie royale. La quantité et la qualité des bandelettes, tout indique qu'il s'agit d'une personnalité de haut rang. Elle a un bras replié sur la poitrine. Une posture qui indique vraisemblablement un statut social très élevé. Au laboratoire, on confronte la dent retrouvée dans le coffret à bijoux de la reine avec la mâchoire de cette momie de femme inconnue. La dent s'insère parfaitement dans la mâchoire, comme la pantoufle au pied de Cendrillon. Eureka! On a trouvé Hatshepsut. C'est la preuve définitive qu'il s'agit bien de la momie d'Hatshepsut, cette femme devenue pharaon
que les artistes ont représenté avec un corps athlétique, comme on peut le voir sur les bas-reliefs et les sculptures. Ce corps momifié ne correspond pourtant pas à ce type de silhouette. Quand on regarde cette momie, on la voit plutôt mince, à part cette petite protubérance au niveau du ventre. En réalité, elle était obèse, d'où cette proéminence justement. Et en observant son visage, surtout autour des oreilles, on distingue des surépaisseurs et des replis de peau. Ça fait penser à des rides, mais ce sont des plis de chair. Et ce surplus de peau indique qu'elle avait les joues bien rebondies de son vivant. La dépouille d'Hatchepsout laisse plutôt imaginer une femme en surpoids et en mauvaise santé. Pour certains spécialistes, le contraste manifeste entre son physique réel et les représentations qui nous sont parvenues d'elle témoigne d'une forte personnalité. En tant que femme dans un monde d'hommes, elle a dû redoubler d'efforts pour se présenter comme une souveraine forte et capable. Sinon, elle aurait risqué des ennuis. Hatshepsut était une communicante exceptionnelle. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. L'Égypte antique possédait un remarquable système de propagande dans lequel l'image joue un rôle fondamental. À Luxor, le Nil est bordé de nombreux temples. Leurs murs sont couverts d'inscriptions qui célèbrent les faits héroïques des pharaons qui les ont fait édifier. À l'époque, ces bas-reliefs étaient un élément clé de la communication de masse. Hatshepsut les utilise, elle aussi, pour se représenter en protectrice attentionnée de son pays bien-aimé. Je vous emmène voir un obélisque construit par Hatshepsut. Ces inscriptions sont particulièrement instructives. Hatshepsut y raconte que son cœur se trouble quand elle pense à ce que ses sujets retiendront de son règne. On a l'impression qu'elle se soucie de la manière dont on se souviendra d'elle. C'est ce qui émane de ce texte. Ça donne peut-être une idée de la personne qu'elle était vraiment, derrière le masque imposant du pharaon. Hatshepsut avait pourtant un lourd handicap, celui d'être une femme. Au début de son règne, elle est représentée en reine et avec une silhouette de femme, mais sa féminité s'estompe peu à peu pour laisser place à une image de roi. Elle perd sa poitrine et porte la barbe postiche. Hatshepsut devait être roi car le mot reine n'existait pas. Dans cette société antique largement dominée par les hommes, la stratégie de communication d'Hatshepsut fonctionne bien. Elle règne sur le pays pendant plus de 20 ans et jusqu'à sa mort. Et la souveraine contribue à développer le pays. Ce bas-relief est assez stupéfiant. Il illustre dans une profusion de couleurs l'expédition commerciale d'Hatshepsut en Afrique, au pays de Punt. On voit qu'elle en rapporte des merveilles. Du bois d'ébène, de l'ivoire et des peaux de bêtes. Beaucoup d'encens, car on le brûlait dans les temples, et il servait à la momification, de l'or, des animaux exotiques, toutes sortes de choses rares et fabuleuses. Hatshepsut favorise l'expansion de l'Égypte et développe des routes commerciales dans tout le monde antique. La 18e dynastie est considérée comme l'apogée de la civilisation égyptienne. Les Égyptiens dominaient alors l'ensemble du monde méditerranéen connu et toutes les ressources de ce monde connu se déversaient dans les coffres du royaume d'Égypte. Le pays était florissant. C'était une époque de paix et d'abondance. Il semble qu'elle ait continué à bâtir jusqu'à sa mort. Ce qui est intéressant, mais aussi terriblement déchirant, c'est de voir aujourd'hui ces bas-reliefs d'Hatshepsut entièrement effacés de l'histoire. Retrouve-t-on sur la momie d'Hatshepsut des indices d'une mort violente qui pourraient expliquer ce désir d'effacer son souvenir? A-t-elle été assassinée? Mais à qui aurait pu profiter ce crime? D'autres membres de la famille auraient-ils pu prétendre au trône? À la mort de son époux,
Hatshepsut devient régente aux côtés de son beau-fils, Thoutmôsis III, né d'une épouse secondaire du souverain. Elle était épouse de Pharaon et fille de Pharaon, mais elle n'était pas destinée à devenir Pharaon. En tant que grande épouse royale et demi-sœur de son conjoint, Hatshepsut est la femme qui occupe le rang le plus élevé d'Égypte. Mais elle ne peut pas pour autant revendiquer le trône. Hatshepsut était extrêmement ambitieuse et extrêmement habile pour se hisser au poste de pouvoir. À la mort du roi, son fils Thoutmôsis III, né d'une épouse secondaire, hérite du trône. Mais étant donné son très jeune âge, c'est Hatshepsut qui accède au pouvoir. Elle n'avait pas mis au monde d'héritier mâle. Mais comme son époux venait d'avoir un fils de l'une de ses épouses secondaires, Hatshepsut a endossé le rôle de régente. Elle a accaparé tous les pouvoirs et les titres royaux, donc, dans une certaine mesure, elle lui avait volé sa place. Ça a longtemps été l'hypothèse dominante, que Thoutmôsis l'avait assassinée. Cette hypothèse a paru plausible pendant plusieurs décennies. Mais l'analyse de sa momie a finalement révélé que l'usurpatrice n'était pas décédée de mort violente. Au contraire, les fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour des bagues et des inscriptions qui témoignent que Thoutmôsis a régné en harmonie avec Hatshepsut et qu'il l'a même prise pour modèle. De nombreux éléments prouvent que Thoutmôsis III a largement profité de cette période. Thoutmôsis III a été l'un des plus grands pharaons d'Égypte et il était le disciple d'Hatshepsut. La momie d'Hatshepsut ne présente aucune trace de violence. Toutefois, de nouvelles analyses médico-légales ont révélé que la souveraine souffrait d'importants problèmes de santé. Elle avait un régime alimentaire très riche et elle était sans doute gourmande. Elle avait de très mauvaises dents. Et si on associe cet indice avec le fait qu'elle était en surpoids et l'état général de son corps, on peut supposer qu'elle était diabétique. On sait que le diabète peut causer des problèmes cardiaques, des maladies rénales et provoquer des infections mortelles. Hatshepsut avait un énorme abcès dans cette région du maxillaire supérieur. Elle était aussi affligée d'une sorte de maladie de peau insidieuse qui devait terriblement la démanger. Hatshepsut souffrait d'une série de dysfonctionnements douloureux qui l'ont épuisée physiquement. Sans être mortels, ils lui ont compliqué la vie. Et finalement, la souveraine est décédée d'une maladie que personne ne savait guérir à l'époque. On a effectué des prélèvements sur le corps d'Hatshepsut et on a réalisé une biopsie de l'os iliaque, juste ici. Je m'attendais à rencontrer une certaine résistance, au moins en atteignant l'os, sauf que je suis passée au travers. Si l'os n'était plus solide, ça voulait dire qu'il devait avoir été rongé par une tumeur. Au vu des résultats de ces analyses, les spécialistes en viennent à penser que la souveraine est sans doute morte d'un cancer. Nous avons des éléments indiquant que l'Égypte antique connaissait des cas de cancer et qu'on savait très mal le soigner. Il est même étonnant qu'Hatshepsut ait vécu si longtemps. À Cologne, des chercheurs pensent avoir déterminé dans quelles circonstances ce cancer s'est développé. C'est un accessoire retrouvé dans la tombe d'Hatshepsut qui les a mis sur la voie. Je croyais que ce serait du parfum, parce que la fiole ressemble à un flacon de parfum. Vous imaginez, pas Chanel numéro 5, mais Hatshepsut numéro 5. Des prélèvements ont déterminé que ce flacon contenait une substance que les chercheurs n'avaient encore jamais trouvée dans ce type de récipient.
nous avons découvert de la créosote, un dérivé du goudron. Rien à voir avec du parfum. Les analyses ont révélé que ce flacon contenait un mélange de goudron, de graisse et de plantes oléagineuses. Il s'agissait vraisemblablement d'un onguent à usage externe, une crème hydratante pour le traitement de la peau. Mais cette pommade contient aussi un élément inattendu. Il y avait du benzopyrène, un agent extrêmement toxique et cancérigène. Le benzopyrène se trouvait dans la résine qui servait à amalgamer le mélange. Les chercheurs allemands pensent savoir pourquoi la reine employait cet onguent qui, à la longue, a sans doute causé sa mort. Il y avait des huiles grasses, peut-être de coco ou de palme. J'ai demandé à Michael, est-ce que ça aurait pu être un baume pour soigner sa maladie de peau? Il m'a répondu oui, bien sûr. Elle souffrait de psoriasis. Il est certain qu'une telle composition d'huile végétale et minérale devait apaiser le psoriasis. Hatshepsut et son demi-frère souffraient tous deux de cette maladie de peau douloureuse et disgracieuse. Or, un souverain devait avoir l'air en bonne santé et plein de vigueur. Une inflammation maladive de l'épiderme aurait pu nuire à son autorité. Un visage marqué aurait pu être interprété comme un signe que les dieux étaient mécontents de ce qu'elle faisait. Elle devait donc dissimuler sa maladie de peau à l'aide du contenu de cette fiole. Je suis sûr qu'elle faisait tout pour se soigner. Cette découverte colle parfaitement avec ce que nous savons. Hatshepsut avait une maladie de peau et nous découvrons un remède dans cette fiole. Elle souffrait d'un cancer et ce remède contenait un agent hautement cancérigène. Elle avait un traitement, mais qui présentait un terrible effet indésirable. À terme, il a provoqué un cancer. Alors, est-ce qu'elle s'est tuée sans le savoir? C'est possible. Toute sa vie, Hatshepsut s'est préoccupée de son image de reine d'Égypte. Et c'est sans doute les soins qu'elle apportait à sa peau qui lui ont coûté la vie. Pourtant, son histoire ne s'arrête pas le jour de sa mort. Devenir pharaon, c'est intégrer la longue lignée des nobles personnages qui ont dirigé le pays tout au long des millénaires. Alors, faire disparaître le nom d'un pharaon de l'histoire, c'est une décision grave. C'est un acte délibéré et vindicatif visant à éradiquer son nom et à la rayer des annales de l'histoire. Les soupçons se sont d'abord portés sur un membre de son entourage proche. Selon toute vraisemblance, le responsable est Thoutmôsis III. Loin d'être une décision prise au lendemain du décès d'Hatshepsut, l'effacement se serait produit au bout d'une vingtaine d'années du règne de Thoutmôsis III. Il ne s'agit donc pas d'une sorte de coup de pied de l'âne lancé juste après sa mort. Le respect et l'affection que Thoutmôsis avait témoigné à Hatshepsut n'ont peut-être pas suffi pour qu'il renonce à ce geste. L'histoire ne le dira sans doute jamais. À moins que le jeune homme, une fois seul au pouvoir, ait été contraint de la faire disparaître de l'histoire de l'Égypte. Peut-être l'élite ne pouvait-elle tolérer plus longtemps qu'une femme l'ait gouvernée pendant autant d'années. Elle a forcément suscité de l'hostilité. Une société aussi patriarcale que celle-là n'allait pas se laisser briser si facilement. C'était peut-être une décision plus froidement politique. En gros, il voulait oublier l'existence même du règne d'Hatshepsut. Certains égyptologues estiment que Thoutmôsis III espérait préserver par ce geste sa propre lignée. Cet effacement ressemble moins à un acte de vengeance contre Hatshepsut qu'à une stratégie visant à assurer l'avenir de sa dynastie et de sa succession.
Le souvenir d'Hatshepsut a été condamné. Son nom et son image ont été attaqués dans le but de l'annihiler rituellement, afin de créer une rupture dans la dynastie qu'elle représentait. Les égyptologues soupçonnent toujours Thoutmôsis d'avoir voulu rayer Hatshepsut de l'histoire. En revanche, ils ne le croient pas responsable de la disparition de la momie du sarcophage royal. Ils pensent plutôt que c'est la puissante caste des prêtres qui a pris cette décision. Non pas pour effacer le souvenir de la reine et lui retirer ses mérites, mais au contraire pour tenter de la protéger. À partir du Nouvel Empire, on inhume les momies dans des lieux cachés pour éviter les pillages. Une tombe avait toutes les chances d'être pillée, et les Égyptiens le savaient. Alors ils ont choisi la vallée des rois parce que c'était un endroit relativement inaccessible qui pouvait être surveillé. Mais par mesure de sécurité, le corps du roi était enterré à l'écart. En choisissant un lieu de sépulture facile à dissimuler et inconnu de tous, le but était d'assurer le repos éternel à ceux qui étaient inhumés dans ces tombes. Si le successeur d'Hatshepsut a peut-être cherché à gommer son souvenir, ce sont certainement les prêtres qui sont intervenus pour empêcher la destruction de sa momie. Grâce à cela, les égyptologues modernes ont pu reconstituer la vie et le destin de cette femme d'exception. Celui d'une femme intelligente qui a réussi à se hisser au sommet d'une société patriarcale et à conserver le pouvoir malgré toutes les résistances. C'était une femme, et en tant que telle, ce qu'elle a réussi à accomplir est franchement admirable.